discret. Et puis, lorsque on fait la discrétisation du signal, on a besoin de la quantification pour associer à chaque échantillon une valeur. Et bien sûr, après avoir une valeur de chaque échantillon, on doit faire le codage pour associer un code à chaque valeur. Donc, c'est le codage numérique, on aura par la suite un signal numérique. Donc, la phase essentielle, c'est l'échantillonnage du signal. C'est quoi l'échantillonnage? L'échantillonnage consiste à prélever à des instants précis, donc le plus souvent équidistants, les valeurs instantanées du signal. C'est-à-dire le signal analogique, on a un signal analogique, et puis interrupteur qui s'ouvre se ferme à la fréquence FE, qui est l'inverse d'un CRTE. Donc ici on a TE, 2TE, 3TE, 4TE, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. Donc ici on a un signal analogique. À travers l'interrupteur, on aura un signal échantillonné. La formule de signal échantillonné, SE de T, ce sont les valeurs de fermeture de l'interrupteur, donc à 1 TE. Première fermeture, deuxième fermeture, troisième fermeture, ainsi de suite. Notre problème, c'est que on veut sauvegarder ce signal dans un ordinateur, mais on veut le récupérer aussi, sans avoir aucune déformation. Comment on choisit maintenant le problème? Comment on choisit TE? Autrement dit, comment on choisit FE pour avoir une bonne restitution du signal, récupération du signal. Pour savoir, il faut tout d'abord connaître la transformation de Fourier. Donc, tout d'abord, on va parler de l'échantillonnage idéal, et puis par la suite, on verra dans le cas du échantillonnage réel. Et qu'est-ce qu'il y a, quelle est la différence entre ces deux-là? Pour l'échantillonnage idéal, donc, comme on a dit, ici, c'est des interrupteurs, ouverture-fermeture à des instants. Donc, ouverture-fermeture, ça veut dire que vous avez le signal analogique multiplié par peine de Dirac aux instants TE. Donc, S de T multiplié par delta de T moins 1 TE. Et ça donne directement somme de ces échantillons espacés de TE. Le spectre maintenant du signal échantillonné est donné, et donc le suivant, bien sûr, SE, c'est la transformation de Fourier SF, convolution, parce que dans le temps on a un produit, donc dans le domaine fréquentiel ce serait convolution, et vice versa. Donc, 1 sur TE delta F moins NFE, c'est la transformation de Fourier de Penny-Dirac. SF, c'est la transformation de Fourier du signal S de T, et la convolution parce qu'on a un produit dans le domaine temporel. Et cette relation se traduit par FE, N sur TE égale à FE, somme des Fn moins FE. Donc, on obtient donc un spectre infini qui provient de la périodisation du spectre du signal. C'est-à-dire que le signal original se répète par la formule, c'est expliqué ici. Donc, pour avoir le signal analogique à partir du signal échantillonné, voyons le spectre du signal échantillonné, c'est un spectre répété du signal analogique avec une répétition qui égale à répétition de période FE. Je dis période FE dans le domaine fréquentiel. C'est la période de répétition du spectre. Donc, si on récupère ce qui est en rouge là, par une fenêtre fréquentielle de durée FE, donc on aura les composants du signal analogique. Dans ces conditions, aucune déformation et on peut revenir facilement. Cette fenêtre fréquentielle est de genre type filtre passe-bas. Donc on va éliminer tout ce qui est en bleu là, de part et d'autre, et on aura directement le spectre rouge là, qui est le spectre du signal analogique. Donc la restitution est possible par un filtre passe-bas. C'est ça, un filtre passe-bas. Il fait passer les basses fréquences. Maintenant, si Fm, la fréquence maximale, ici on a la fréquence maximale du signal, du spectre du signal échantillonné, supposons que la fréquence maximale du spectre du signal échantillonné est supérieure à Fe sur 2. Donc Fm est supérieur à Fe sur 2. Ici on a Fm, voilà, et inférieur à Fe sur 2. Donc la récupération est possible. Mais supposons que les supérieurs, s'il est supérieur, donc on a un recouvrement ici.
un recouvrement. C'est-à-dire que le spectre rouge et le spectre bleu se chevauchent. Et dans ces conditions, il y a écrasement entre ces composantes-là. Donc, déformation. Puisqu'il y a une déformation, donc, impossible de récupérer le signal rouge, parce qu'il est déformé par la composante bleue ici, et d'autre part, de l'autre côté, pour la fréquence négative. Donc, Shannon nous a donné une solution. Il a dit que pour avoir une bonne restitution correcte, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit 2 fois supérieure à la fréquence max, pour ne pas avoir le recouvrement. Et c'est simple, c'est clair que si on n'a pas de recouvrement, donc pas passe bas, hein, donc fenêtre recte dans le domaine fréquentiel, on peut avoir tout ce qui est en rouge là, et puis par transformation de Fourier inverse, on aura le signal temporel. Donc, ici, en conclusion, la procédure à suivre pour avoir une bonne reconstitution du signal après échantillonnage, donc avant d'échantillonner le signal, il faut chercher tout d'abord sa fréquence maximale. Comment on peut avoir la fréquence maximale du signal? C'est par la transformation de Fourier de ce signal. Donc c'est important de connaître la transformation de Fourier de n'importe quel signal pour qu'on puisse échantillonner. Trouver la fréquence maximale du signal à échantillonner ou fixer une valeur maximale de la fréquence au-delà de laquelle on évite le repliement. C'est-à-dire si on prend par exemple un signal carré, vous savez que signal carré dans le domaine temporel bien sûr, on aura dans le domaine fréquentiel un sinus cardinal. Mais le sinus cardinal qui a une fréquence très très haute, même elle est faible, mais elle cause un repliement ou bien un recouvrement. Donc on doit limiter la fréquence maximale du sinus cardinal et on va dire qu'on peut prendre 90% d'énergie de ce signal et puis on l'accepte. Et ça donne un petit peu un signal à la restitution qui ressemble un petit peu au signal carré. Mais, donc la transformation de Fourier est utile, mais aussi on appelle un filtre anti-repliement qui va nous permettre d'éviter totalement le repliement ou bien le recouvrement. Donc c'est un type filtre passe-bas de fréquence coupure égale à FE sur 2. Maintenant on est tranquille, on peut maintenant prendre un signal, une fréquence d'échantillonnage qui est supérieure à FE sur 2, plutôt supérieure à 2 fois la fréquence de coupure. C'est le cas de suréchantillonnage. On l'appelle, lorsqu'il est supérieur, on dit suréchantillonnage. Lorsqu'il est égal, on dit échantillonnage strict. Lorsqu'il est inférieur, c'est sous-échantillonnage. Pratiquement, on prend 10 fois, 15 fois la fréquence d'échantillonnage. La fréquence d'échantillonnage qui est à 10, à 15, peut-être plus, et ça pose pas de problème parce qu'on a des spectres disjoints et éloignés l'un de l'autre et le filtre passe pas pour la récupération du signal est facilité. Donc on peut trouver directement le spectre rouge qu'on a appelé tout à l'heure, c'est le spectre du signal SF. Puis on prendra échantillon par période, puis le signal sera facile à reconstruire. Mais ça c'est idéal parce que l'impression dira qu'il est idéal. Réellement, on fait ça par des fenêtres rectes qui sont proches de la distribution, mais qui ont une durée tau centrée à l'origine. Donc l'expression de y de t, ce sont des rects répétés. Ces directs répétés, espacés de KTE, de durée tau. Donc cette écriture peut être écrite avec les distributions Dirac, donc par le modèle de distribution Dirac rect centré, convolu avec peigne de Dirac, et ça veut dire que répétition. Maintenant, voyons la transformation de Fourier de cette suite, soi-disant, de rects répétés. Et par conséquent, cette transformation de Fourier, on voit ici le rect, ça donne tau sinus cardinal tau f, on a vu ça en transformation de Fourier. La convolution, c'est un produit, et somme de peigne Dirac dans le domaine temporel, ça donne somme de peigne de Dirac dans le domaine fréquentiel divisé par TE ou bien multiplié par FE. Comme expression du signal échantillonné, donc, est donné par SE de t, c'est S de t fois Y de t. Ça, c'est l'échantillonnage, c'est le produit. Dans le domaine fréquentiel, c'est quoi dans le domaine fréquentiel? C'est la convolution. Donc, on a le spectre SF convolu au spectre de YF. SF convolu à YF, ça veut dire que convolu à tau qu'on a calculé tout à l'heure. Et puis, ici, ça donne
la convolution de 100 avec 100, ça donne la répétition du spectre, mais vous avez une modulation d'amplitude ici, que le spectre réel est modulé par le taux sinus cardinal tau f. On voit ici dans les graphes, ici on a le spectre, le signal analogique, ici on a le spectre du signal échantillonné modulé par la fonction taux sinus cardinal tau f. Pour se rapprocher plus sur un échantillon idéal, il faut que le taux soit très faible. Si le taux est très faible, ça veut dire que ici on est presque égal au spectre répété du signal réel. Mais pratiquement, on ne peut pas aller à taux égal à 0. Pour un convertisseur, il a besoin d'un temps pour faire la quantification et le codage. Ce temps-là est nécessaire. Donc, on doit bloquer le signal. Ici, c'est le cas d'un bloqueur d'ordre 0. Il y a aussi des bloqueurs d'ordre 1 et d'ordre K. Ici, on parle seulement de blocage de principe comme ils font les convertisseurs. Donc, l'échantillon de bloqueur, il donne un temps pour que la tension convertie, ou bien supposons on veut convertir une tension courant, par exemple on parle de tension ici, pour mémoriser la tension, il le maintient constante pendant toute la durée de conversion. On prend une valeur, on doit maintenir cette valeur constante, on donne le temps au convertisseur de faire la conversion, et lorsqu'il revient, il prend une autre valeur, donc toujours on a un taux pour maintenir, c'est ça qu'on appelle blocage, maintenir la valeur, même si le signal analogique change, on maintient la valeur prise au départ. Donc ceci se fait par un décalage de taux sur 2. Donc le signal, le Y de t qu'on a vu tout à l'heure, il était centré, maintenant il est décalé à taux sur 2. Ce décalage se traduit par la formule, donc t moins taux sur 2 est répété KTE, donc c'est la convolution. Donc ce retard-là, dans le domaine spectral, se traduit par un exponentiel. C'est la propriété de la transformation de Fourier et le décalage. Par contre, le spectre reste le même. Donc, côté changement d'amplitude, le spectre d'amplitude ne change pas, sauf par rapport à la phase. Donc, il est identique donc le spectre est identique au précédent et l'exponentiel se traduit par un déphasage entre le signal initial et le signal échantillonné. Pour la reconstitution du signal analogique, ce qu'on fait, l'expression mathématique de S de t, bien sûr, on peut, à partir de S2, donc, il suffit maintenant, comme on a dit tout à l'heure, que le spectre répété là sera multiplié par une fenêtre qu'on appelle filtre passe-bas ou bien filtre d'interpolation, on aura directement le spectre SF. Donc, dans le domaine fréquentiel, dans le domaine temporel, comment on se traduit, donc, le recte F sur FE, c'est un sinus cardinal de t, le point, c'est la convolution, et le spectre échantillonné, c'est le SE dans le domaine temporel. Cette formule peut être reformulée d'une manière comme suit. Donc, somme des FKTE, ça c'est l'échantillon, prise de signal analogique, et ça, c'est le sinus cardinal FE, T moins KTE, qui explique la transformation de Fourier inverse de cette fenêtre ou bien de filtre passe-bas. Donc sur MATLAB, on a essayé de montrer un petit peu un exemple pour comprendre un petit peu le principe de l'échantillonnage de reconstitution. On a pris un signal dans fréquence 30 Hz, une fréquence Fs, on peut la changer pour comprendre, donc on prend par exemple 20. Donc TS c'est l'inverse, c'est la prise d'échantillonnage, et le signal choisi c'est un signal de base qui est le signal cosinus. Donc on va essayer de voir ce programme-là, exécuter. Donc ici on a f égale à 30. Bon, on a 10, donc je change 20, voilà, 20. Et puis, ça c'est le TS, le signal généré c'est un signal cosinus. Donc on a un temps continu et un temps discret. Temps continu pour avoir tout le signal, et puis temps discret pour parler d'échantillonnage, pour montrer l'échantillon. Et pour l'interpolation, donc pour l'interpolation, on a un sinus cardinal, voilà, ici, c'est le sinus cardinal. Donc pour l'exécution, on va donc exécuter ce programme-là pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Exécution.
Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des échantillons et la fonction d'interpolation. Comme ça, à la fin, on saura combien de fonctions d'interpolation et en même temps, combien il y a d'échantillons. Parce que, donc c'est 20 fois, FF c'est 20 fois, tout ce qui est les bâtons, ce sont les échantillons. Et ça, c'est en rouge, c'est la fonction de reconstitution. Donc, on a presque, je zoome, on a 101 sinus cardiaques. Donc, à chaque pas, on voit comment l'interpolation se fait. Pour voir un petit peu comment on trouve le signal original du signal. Donc, ici, en bleu, si en bleu, c'est le signal continu. Donc, les points ici expriment les échantillons, prise du signal analogique. Et ce qui est en rouge, c'est le signal reconstitué. Et on voit que ici, au bord, là, il y a une différence. Parce que l'effet de bord, moi j'explique pas ici parce qu'il a une grande explication, donc un peu délicate. Mais juste pour vous mettre, vous donner l'information que au bord, là, toujours il y a un problème. L'effet de bord, c'est un problème qui est posé par le traitement de signal, donc le choix de fenêtre, tout ça. Donc, bon, ben, ici on a choisi f égale à 20 fois la fréquence, donc on est dans le cas de cet échantillonnage. Si on prend par exemple égal à 2, donc on est dans l'échantillonnage strict, et on exécute de nouveau, on va voir ici, donc on a 11 sinus cardinales, et le signal constitué, continue, c'est le signal analogique, en bleu, l'échantillon en noir, et le signal reconstitué. Vous voyez ici, même ici, il y a, on voit au début, il y a un décalage, donc c'est le problème de bord. Ça ne donne pas la même valeur, et puis le déphasage est important ici. Si on prend par exemple le inférieur, 1,5, donc on est en sous-échantillonnage, j'exécute pour voir un petit peu, ce sont les fonctions d'interpolation, on a 8, et ici on voit que le signal reconstitué n'est pas le même. Si en rouge là, c'est un cosinus qui est différent du signal. Donc ils n'ont pas, les deux signaux n'ont pas la même fréquence. Donc on a un autre signal, on ne sait pas comment, l'essentiel que le spectre est déformé. On a un empiètement du spectre, le recouvrement. Donc si par contre je prends par exemple 30 ou 50, la fréquence d'échantillonnage par rapport à la fréquence max, ça serait mieux par rapport à 10 ou bien à 20. On exécute, on voit maintenant les fonctions qui font l'interpolation entre les échantillons, pas à pas, progressivement. Bien sûr, on peut montrer ça à la fin, mais juste pour montrer comment l'interpolation se fait par des fonctions sinus. Ici, c'est la comptabilité. Ça compte combien d'échantillons on a dans notre exemple. Et à la fin, toujours l'effet de bord, on le voit ici. Voilà. Ici, pardon. Voilà. Ici, on voit l'effet de bord que le signal reconstitué, le signal analogique ne sont pas les mêmes. Par contre, à l'intérieur, ils sont bien superposés. Voilà. Donc, j'espère que, justement, pour cette vidéo, je n'ai pas parlé de la quantification ni le codage. Ce serait peut-être une autre fois, juste pour donner le principe de l'échantillonnage et d'expliquer le théorème Shannon et comment on fait une bonne reconstitution par rapport.
aux signaux et par rapport à leur fréquence. Bon, je vous remercie de votre attention, j'espère que j'ai bien transmis le message. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail. Salam alaikum.